Bienvenue dans La Semaine dans le Monde, c'est toute l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes. Avec nous aujourd'hui Cécile Amar, journaliste à l'Observateur. Bonjour. Bonjour. Également avec nous Laure Simoes, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Je le rappelle chaque semaine, c'est l'association créée par Kofi Annan et Plantu pour soutenir la liberté d'expression des dessinateurs de presse. Merci à nouveau d'être avec nous, Laure. Merci également à Ziad Limam, vous êtes directeur du mensuel Afrique Magazine. Et enfin Claude Veil, chroniqueur politique, éditorialiste à Nice Matin, Var Matin. Merci d'être avec nous, Claude Veil. Plus que 4 jours maintenant avant l'élection présidentielle américaine, Trump ou Clinton, l'écart s'est considérablement resserré. Si la moyenne des sondages continue de donner Hillary Clinton en tête, l'écart entre les deux candidats est dans la marge d'erreur. Et surtout, certains sondages donnent Donald Trump vainqueur à l'unisson des enquêtes d'opinion. Les grands médias font eux aussi assaut de circonspection. C'est vraiment indécis, Claude Veil, ou bien est-ce qu'on joue, d'après vous, à se faire peur ? C'est d'autant plus indécis que ça va se jouer en fait dans 4 ou 5 États. Les statistiques nationales qu'on vient de voir sur ces courbes ne signifient pas grand-chose. Mm-hmm. En réalité, ça va se jouer en Floride, en Caroline du Nord et dans 3... Et actuellement, moi j'ai pas les éléments suffisamment précis État par État pour vous dire. La plupart des experts dont je ne suis pas considèrent que bien que peut-être légèrement devancé au niveau national, Hillary Clinton serait quand même en position de favorite parce que dans les swing states, 5 précisément, où ça se joue, elle aurait encore, d'après les sondages, un avantage. Et il semble que les premiers dépouillements, les fameux early voters, lui donneraient aussi un léger avantage. Mais ça reste extrêmement fragile. Alors on va voir justement la carte des États. Alors là, c'est la projection du site, puisqu'évidemment, on n'a pas encore voté dans ces États. C'est la projection du site 538, le site de Nate Silver, qui est un statisticien très écouté. Il avait prédit correctement 50 États sur 50 en 2008 et puis 49 sur 50 en 2012. C'est dire s'il est précis. Lui voit aujourd'hui une probabilité d'élection de 68% pour Hillary Clinton, 31% pour Donald Trump. Sinon, il ne s'agit pas là des scores définitifs, mais de probabilité de victoire. Et puis vous le voyez, donc les États, et c'est là où on voit effectivement à quel point c'est serré. L'Ohio, donné ces derniers temps encore pour Hillary Clinton, est maintenant passé du côté de Trump. Pour la Floride, c'est très disputé. Finalement, l'élection d'Hillary Clinton, elle ne tient plus qu'au New Hampshire et au Nevada. On le voit, ça va être, Cécile Amar, très, très compliqué. On se retrouve dans une configuration finalement assez proche des dernières élections. À chaque fois, on disait Obama roue dans roue avec ses poursuivants, McCain et puis Romney. Finalement, il a gagné assez largement. Oui, mais ce qui est aussi frappant dans cette élection, c'est qu'on est face à 2 candidats qui sont extrêmement impopulaires. Voilà, donc forcément, c'est aussi serré. Puis voilà, c'est une élection qui va intéresser. Et c'est un mode de scrutin compliqué à comprendre. C'est toujours compliqué. C'est pour ça que Claude Veil a raison. Les sondages nationaux, autant en France ou dans plein de pays, les sondages nationaux ont une valeur. Des fois, ils se trompent, mais en tout cas, le système électoral permet des sondages nationaux. On cite toujours l'exemple Bush-Gore, mais enfin, à part ça, il y a quand même peu de cas dans lesquels le vote, finalement, le vote des électeurs a été contredit par le résultat État par État. Heureusement. Heureusement que ça veut donc bien dire que les sondages nationaux... C'est arrivé une fois, moins deux fois. Ça reste l'exception, ce qui veut bien dire que les sondages nationaux, finalement, ne sont pas non plus complètement à écarter. Les sondeurs sont désemparés comme ils le seraient chez nous, puisque déjà aux États-Unis, il y a chroniquement un taux énorme de non-inscrits et ensuite d'abstentionnistes. Et deuxièmement, ce que dit Cécile Amar est tout à fait exact, en gros, les candidats sont à égalité, c'est-à-dire qu'ils ont tous les deux 65% des Américains qui ne peuvent pas les saquer. Donc ils ont un taux d'impopularité tel que leur seul problème, c'est est-ce que les gens vont aller voter. Tous les Américains que j'ai eu au téléphone ces jours-ci, ils disent... Je ne sais même pas si je vais y aller. Je déteste autant... Malgré le repoussoir que peut reconstituer Trump pour une partie de l'électorat, Ziad Limam. On ne sait pas ce qui va se passer mardi, mais on peut peut-être essayer de dire ce qu'on peut retenir à ce jour. La première chose, c'est que à ce jour, on retient un Trump qui est un personnage structurant de la vie politique américaine, qu'il soit élu. Alors ça le sera vraiment. Qu'il soit battu, il sera battu à 45, 48, 47, 46%, ce qui est énorme compte tenu du personnage, du discours, de ce qu'il charrie comme idéologie derrière. C'est quand même c'est au-delà de la rupture, c'est du populisme pur et dur. On va voir ce qui va se passer dans les élections sénatoriales aussi, le Congrès, parce qu'il y a toutes sortes d'élections qui se déroulent le même jour, mais l'Amérique qui sortira de ça sera durablement fragilisée. Si Hillary Clinton gagne, elle va trimballer cette histoire surréaliste, parce qu'on rentre dans le détail de cette histoire de mail,
c'est vrai qu'il y a une erreur, le serveur, ok, très bien, mais bon, ça devient plus important que de traiter les Mexicains de rapistes et de pas payer ses impôts pendant 20 ans. Donc, tout ça est assez spécial. Mais donc, pays divisé, fragilisé, affaibli, débat idéologique très fort qui va durer pendant des années, alors qu'on a besoin quand même un peu de leadership en ce moment, parce que les enjeux sont lourds. Et je trouve que ça banalise aussi le phénomène Trump, du coup, ça banalise le phénomène Le Pen, ça banalise le phénomène d'extrême droite en Autriche dans les semaines qui viennent, ça banalise la montée du populisme un peu partout, ça devient normal pour un candidat totalement à l'extrême de faire 45% dans une démocratie comme aux États-Unis. Et tout le monde accepte, les journaux, tout le monde en parle comme si c'était presque normal. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, d'après vous, sans entrer dans des thèses conspirationnistes, de voir finalement la conjonction d'un côté des révélations de Wikileaks qui vont toutes dans le même sens, et d'ailleurs Julian Assange le dit lui-même, il cible très clairement Hillary Clinton, et de l'autre côté le FBI qui, après avoir rouvert son enquête sur les emails d'Hillary Clinton, publie en début de semaine un rapport d'enquête de 2005 sur l'amnistie accordée à Bill Clinton au dernier jour de son mandat à Mark Rich, qui était un financier condamné pour fraude fiscale. Est-ce qu'il y a là une conjonction d'intérêts entre Wikileaks, qui voudrait faire tomber la candidate, et quel est l'intérêt de James Comey à la tête du FBI? L'usure, l'épuisement du modèle démocratique est général dans toutes les démocraties occidentales. Et la conséquence, c'est qu'on voit de plus en plus qu'un nouveau clivage est en train de se substituer au clivage traditionnel gauche-droite. C'est le clivage système-anti-système. Qu'est-ce qui réunit avec des formes nationales très différentes. Podemos en Espagne, Syriza hier en Grèce, Alternative für Deutschland en Allemagne, Farage en Grande-Bretagne, on en parlera peut-être tout à l'heure, Trump aux États-Unis, Marine Le Pen en France, c'est des candidats anti-système. C'est-à-dire qu'il y a dans toutes les opinions occidentales un mécontentement profond, un sentiment de ne pas être représenté, un sentiment que les oligarchies ont confisqué le pouvoir, que les peuples n'ont plus leur destin en main. C'est lié à la mondialisation, c'est lié à la financiarisation de l'économie, c'est lié à la disparition des frontières. On ne va pas développer longuement les analyses, mais le résultat, c'est celui-là, c'est que les candidats anti-système, pour le moment, aucun n'a gagné les élections, mais ça va venir un jour. En Autriche, comment il s'appelle, le successeur d'Aida, a failli gagner les élections, c'est joué un petit peu, et ça arrivera. J'ajoute encore un mot, c'est que quoi qu'il arrive, pour prolonger ce que disait Ziad, quoi qu'il arrive, le président ou la présidente élue aux États-Unis sera de toute façon minoritaire, car l'impopularité des deux grands candidats est telle que les petits candidats, qui sont 4 ou 5, Johnson, Stein, vont faire des scores. Et donc, de toute façon, le président ou la présidente des États-Unis sera minoritaire dans les urnes. C'était déjà le cas de Bill Clinton, lors de ces deux élections. On peut quand même... Alors, vous venez de poser la question des forces anti-système, la coalition des forces anti-système, enfin, le FBI. Là, clairement, on n'est pas... Alors, à moins d'imaginer qu'on est face à une conspiration... Du FBI qui était devant un choix épouvantable, c'est-à-dire devant deux mauvaises solutions, ou bien il rouvrait... Et il était accusé de faire une machination anti-Clinton, ou bien il fermait, et demain, il aurait de toute façon été accusé d'avoir influencé les électeurs en cachant la vérité. Donc il avait le choix entre deux mauvaises solutions. Mais en publiant le rapport Mark Rich, Ziad, est-ce que là, il ne s'est pas carrément tiré une balle dans le pied? Parce que clairement, là, la question de la partialité du FBI est posée. Ce qui est sûr, c'est que, encore une fois, moi, je ne suis pas dans le secret des agents américains, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sortent du FBI de manière légale ou de manière spontanée. Oui, c'est à des fins d'archives. Oui. Donc ça sort de tous les côtés. Il est fort probable que ce qui traverse la société américaine et qu'on voit tous les jours dans les sondages traverse probablement les institutions fédérales. Vous savez, en France, on ne le dit pas sur les toits, mais bon, le Front National est partout présent dans toute l'administration française. Donc pourquoi pas un jour donner des documents, sortir des documents, etc. Je rentrerai pas. Je pense qu'on est à mi-chemin de la vérité. Claude a raison. Il y avait un dilemme. D'un autre côté, il avait très peu d'éléments factuels sur ce deuxième paquet de emails qui ne sont même pas ceux d'Hillary Clinton, qui sont ceux de Huma Abedin, etc. On retrouvé sur l'ordinateur d'Anthony Weiner. Il a été nommé par Barack Obama. Certains disent qu'il veut se protéger, mais en même temps, il a un mandat de 10 ans, ce qui est aussi une aberration complète. C'est-à-dire qu'en fait, le patron du FBI, on veut tellement le protéger qu'il devient indéboulonnable. Il peut flinguer qui il veut pendant 10 ans et personne ne peut le toucher. Donc, bon, tout ça exprime les dysfonctionnements d'une démocratie. Et puis, on devient tous paranoïaques. C'est-à-dire quelque chose qui serait peut-être passé normalement dans une situation relativement apaisée. N'importe quel incident aujourd'hui devient stressant parce qu'on se dit qu'il y a un complot contre la démocratie. D'un seul coup, ça prend cette ampleur-là. Et on parle des États-Unis, on ne parle pas d'une démocratie émergente. Bien sûr.
Cécile, on saura à la fin. Enfin, ouais. Non, mais honnêtement, si effectivement Hillary Clinton perd cette élection alors qu'elle était donnée plutôt gagnante une semaine avant, ça aura forcément joué. Alors que d'une certaine manière, elle est comptable. Donc je fais oui. pas... Mais alors qu'en plus, comptable du bilan de Barack Obama, on annonce aujourd'hui le chiffre du chômage qui repasse sous les 5% à 4,9%. Le chômage a été divisé par 2 depuis l'arrivée de Barack Obama sur les cendres de Wall Street, il faut s'en souvenir, en 2008. Objectivement, Hillary Clinton n'y est pas pour grand-chose. Non, mais par ailleurs, elle incarne le sortant aux yeux de l'opinion publique américaine. Extraordinaire, c'est de succéder à Barack Obama. Oui. Parce que si Barack et Michelle Obama n'avaient pas fait campagne pour elle, il n'y aurait même pas besoin de discuter. Elle n'aurait aucune chance. Laure, on en parle évidemment beaucoup du côté éditorialiste, à mesure évidemment qu'on s'approche de cette date fatidique. Ah oui, le temps devient pesant là. On a envie que ça passe et vite. Alors on commence par ce dessin de Falco, dessinateur cubain pour Cartoon Movement. Voilà, le superbe, je ne sais pas si on le voit à l'écran, oui, on le voit à l'écran. On voit les profils de ce duel au parfum de western. Entre western et Charlie's Angels. Oui, exactement. Cet autre dessin de Soa, dessinatrice franco-libanaise, toujours pour Cartoon Movement. Voilà, le compte à rebours a commencé. Et puis voilà, on a envie d'être au jour J des résultats, parce que là, entre l'un et l'autre, on sent que la marmite bout et que ça va être explosif, peu importe le résultat de cette élection. Magnifique dessin aussi de Joep Bertrams, dessinateur des Pays-Bas pour De Groen Amsterdammer. Effectivement, cette enquête sur l'affaire des emails qui ressort a eu pour Hillary Clinton l'effet d'une inattendue douche froide, c'est le titre du dessin, puisqu'on l'a donnée gagnante pratiquement encore il y a encore une semaine. Rien n'est moins sûr là maintenant. Alors là, on parlait de paranoïa, de théorie du complot. La dessinatrice Bénédicte qui vient de Suisse pose la question. Voilà, Hillary est-elle une cible? Et si tel était le cas, qui lance les fléchettes? Même raisonnement chez Chapat, dessinateur suisse pour The New York Times, qui est aussi dubitatif sur cette enquête du FBI qui revient à la surface. Alors c'est un dessin assez rigolo. On voit donc dans l'isoloir un Américain sur le point de voter. FBI, avertissement, vous êtes sur le point de voter pour un candidat qui peut ou pas être poursuivi pour des mails que nous n'avons pas encore lus. Voilà. Et il ressemble un peu à Hillary Clinton, non? C'est vrai. Elle a un petit quelque chose. C'est vrai. Un autre dessin de Emma Dajaj, dessinateur jordanien. Vous voyez que les dessins arrivent d'un petit peu partout dans le monde, où on voit que ces deux candidats sont étranglés par leurs propres faiblesses. Les faiblesses de l'un ne sont pas les mêmes que celles de l'autre. Enfin, dans tout ça, c'est quand même la démocratie qui est perdante. À ce sale jeu, comme dit Paresh, dessinateur indien pour The Kalish Times. Voilà, on voit que la campagne a quand même été, non pas râler pâquerette, mais quand même franchement en dessous de la ceinture, si on en croit l'état de ces deux piédestals. Et puis, pour méditer pour le week-end, un dessin excellent de Vado, dessinateur belge pour Le Vif, l'Express. 2015, vous trouvez que le monde va mal. 2017, point d'interrogation. Dites-vous que cela pourrait être pire. J'espère que la semaine prochaine, on n'aura pas à commenter ce tableau. Vous notez qu'il y a une des têtes qui reste la même. Tout le monde reconnaîtra qui est qui. Voilà, on verra ce que ça dit de la Russie. Et puis alors ce petit chat là qui représente le dessinateur. J'ai l'impression qu'il a envie de migrer en Australie. On se demande pourquoi. Merci beaucoup, Laure. Alors, autre continent, autre élection. Ici, en France, on n'en est encore qu'à désigner les candidats pour certains des principaux partis. À droite, hier, c'était le deuxième débat télévisé entre les impétrants, comme dirait Montebourg. Ils étaient 7 à s'affronter. Salvagram, à Paris, autrefois connu pour ses matchs de boxe. Hier, c'était plutôt à 6 contre 1. Tant à certains moments, Nicolas Sarkozy a semblé concentrer sur sa personne les attaques de ses ex-lieutenants. Extrait.
Même toi, Nathalie, je te rappelle, tu étais numéro 4 du gouvernement. Oui, on a fait du bon travail. Je regrette seulement qu'aujourd'hui, tu délivres de cette manière le Grenelle de l'environnement est une grande politique. Je ne regrette pas ta nomination. Et le Grenelle de l'environnement, non? Je ne suis pas sûr de le refaire, mais je ne regrette pas ta nomination. Il n'y aura pas l'occasion. Bon. Pour le Grenelle de l'environnement, on aurait aimé savoir quand même. Je pense que ce serait plus crédible si tu n'avais pas fait l'ouverture à des ministres de gauche en 2007, parce que je pense que ça a beaucoup troublé notre électorat qui s'est dit la ligne de Nicolas était une ligne vraiment à droite, et il ouvre à des ministres de gauche. Ça n'a rien à voir. D'abord, je te rappelle que tu as participé au gouvernement et que non seulement tu voulais y rester, mais tu même postulais pour être Premier ministre. Tu ne devais donc pas être en total désaccord avec la politique. Pour une politique. Des Calais, il y en a évidemment dans un certain nombre d'endroits, mais Calais, c'est d'abord le résultat d'un traité signé avec les Anglais en 2003 au Touquet, qui a été un énorme échec, puisque c'est nous qui prenons en charge la totalité de ces éléments et de cette gestion des hommes, des femmes et des enfants. C'est intenable, il faut le renégocier d'urgence. On est aujourd'hui le premier hotspot d'Europe. D'abord, ce ne sont pas les accords du Touquet, c'est les accords de Canterbury, qui ont été renégociés au moment du Touquet, mais peu importe, tout le monde n'est pas obligé de connaître exactement le dossier. Voilà, alors bilan des courses, Cécile Amar, qui vous a semblé le plus à l'aise et le plus convaincant hier? Ah bah pas Nicolas Sarkozy. Mais ce qui était frappant hier, c'est que c'est la première fois que vous vous rendez compte qu'il ne fait pas peur. Oui. Qu'ils en ont plus rien. Enfin voilà, mais c'est quelqu'un qui a été, non seulement il a été leur président de la République, mais il est leur chef de parti. Or, ce qui était frappant dans ce deuxième débat, ce qui n'était pas dans le premier, c'est la séquence avec Nathalie Kosciusko-Morizet. Elle est pour ça lunaire. Elle lui dit en pleine face, de toute façon, tu ne seras pas élu. Donc, ce n'est pas la peine de nous menacer, tu vas perdre cette élection. Mais c'est la première fois qu'il lui parle comme ça. Après, vous imaginez ce que c'est pour lui, l'humiliation d'être mis sur le même... Il a le même temps de parole que Jean-Frédéric Poisson. Oui, alors il se dit que François Hollande a suivi le premier débat et qu'il en a tiré comme conclusion qu'il pouvait risquer d'abîmer la fonction présidentielle en cas où, pareil débat, on imagine évidemment si les candidats à la primaire se retrouvaient entre Hamon et Montebourg qui ont été ses anciens ministres, c'est ce qui risque de lui arriver aussi. Sauf que de toute façon pour lui, le jour où il est candidat, qui passe par la primaire ou qui passe pas la primaire, il n'est plus président de la République. Ce que je veux dire, c'est que même s'il n'était pas dans une primaire, il irait dans un débat et ça sera évidemment comme Nicolas Sarkozy. Sauf qu'il faut présider pendant 5 mois le pays derrière. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut que de toute façon, il ne soit pas candidat. Parce que partout où il va aller, il va se faire cartonner pareil. Mais c'est quand même un changement institutionnel en soi, tout ça. Parce que nous, on a grandi avec un système très personnalisé. Il y avait un candidat qui était un peu devant, il y en avait 2, ça montait comme ça pendant des mois, et là, maintenant, on en a 5, 6 d'un côté, 6, 7 de l'autre, il y a d'autres partis qui font leur primaire. Moi, je trouve ça assez intéressant sur le plan démocratique, je trouve ça assez intéressant qu'il y ait un débat public, que quelqu'un comme Sarkozy peut se faire interpeller, mais comme Alain Juppé se fait interpeller, on va voir ce qui va se passer à gauche. Moi, je ne donnerais pas... la chose que j'ai retirée d'hier, c'est, je dirais, pas encore mort Nicolas Sarkozy. Les sondages de ce matin étaient intéressants d'ailleurs, parce qu'il y avait une espèce de prise de conscience dans son électorat, qu'il y avait de l'eau dans la cale et qu'il fallait absolument se rassembler. Dans l'électorat républicain, il est le premier du débat d'hier. Dans l'électorat général, c'est Juppé. Donc, de la droite et du centre même, hein. Moi, je trouve que la sympathisant de la droite et du centre, la campagne de Juppé, à force d'être bien heureuse, elle va poser un problème à un moment. C'est-à-dire qu'il y a un moment quand même, dans un débat, il faut cliver, il faut donner un peu de l'envie, il faut donner un peu du pathos. Il y a eu toutes sortes de petits détails, l'affiche complètement ringarde, ce qui est vrai qu'elle est un peu pas très gaie, elle ne donne pas très envie. Cette espèce de posture, je pense qu'à un moment, ça sera perçu comme une volonté de ne pas rentrer dans le ring, de ne pas débattre, de ne pas et qu'il a besoin quand même de donner un peu plus de vivant, de nerfs à sa campagne. Sinon, sur un deuxième tour, moi, c'est comme Trump-Hillary. Hein, mais il y aura d'ailleurs un débat. Je ne dis pas. Mais il y aura d'abord un face-à-face. Claude, on va passer à vous dans un très bref instant. On fait une courte pause. On revient tout de suite. On reprend exactement où on s'était arrêté.